D'abord, bonjour, merci de venir à l'occasion donc de cette invitation que nous avons faite au professeur François Marty et à Elisabeth Gontier de venir présenter pour parler aussi de l'adolescent et l'importance du rapport entre l'adolescence, le corps, la subjectivation dans un hôpital, c'est plutôt approprié. Et parler donc de l'édition d'un même ouvrage en 2 tomes, Humanité, que vous pourrez regarder, que vous pourrez disposer après. Moi, je vais dire juste un mot sur cette invitation, ou plutôt présenter le professeur François Marty, donc, qui a eu dans sa carrière beaucoup de responsabilités cliniques et universitaires, spécialiste reconnu de l'adolescence, qui a été longtemps président du Collège international de l'adolescence, voilà. Et qui a beaucoup travaillé aussi sur les liens entre le corps, la violence, le processus d'adolescence, après avoir aussi longuement travaillé sur l'enfant, l'opportunité ou pas de la psychothérapie de l'enfant, voilà. Et qui aussi a fait partie de ceux qui ont impulsé peut-être une nouvelle façon de voir la psychothérapie des adolescents, dans un accompagnement psychothérapique, même pour des adolescents et des adolescentes qui souffrent de troubles très graves. Et Elisabeth Gontier, qui est également psychologue et psychanalyste, qui a rassemblé, qui à travers sa pratique aussi s'est beaucoup intéressée aux questions de l'adolescence et notamment de la prévention du suicide aussi des adolescents et adolescentes, et qui a rassemblé dans cet ouvrage beaucoup de personnes qui ont fait leur thèse avec le professeur Marty. Et c'est un ouvrage dont elle va pouvoir nous dire un petit peu l'esprit et les origines. Oui. Voilà. Je vais vous laisser tous les deux et on va faire... Vous allez parler l'un après l'autre et après peut-être j'essaierai de vous faire un petit peu dialoguer et puis ensuite ce seront les questions. Voilà. Merci. Oui. Merci Clément de cet accueil, de cette présentation. Merci aux 2 responsables de la médiathèque qui nous offrent ce cadre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Qui nous offre ce cadre extrêmement agréable. Et je vais donc effectivement vous dire un petit mot de cet ouvrage Humanité en introduction à la présentation que vous fera ensuite le professeur François Marty, et qui sera autour de Adolescence et subjectivation. Alors cet ouvrage, effectivement, comme le disait Clément, a réuni 19 doctorants, plus le professeur Philippe Robert. Et ces 19 doctorants se sont concertés à travers moi pour rédiger cet ouvrage. Et ce sont les doctorants dont vous avez dirigé les thèses, et donc nous étions membres du séminaire de recherche du professeur François Marty. À l'occasion de son éméritat, nous avons souhaité effectivement lui offrir un texte pour illustrer la transmission, qui est un thème très important de ce à quoi vous avez pensé, de ce qui a fédéré aussi votre travail tout au long de ce que vous avez voulu donner à l'université. Voilà, donc de quelle manière nous avons pu nous saisir de la pensée du professeur François Marty pour la faire vivre dans notre pratique et la prolonger par notre recherche, nos recherches. Alors, cette petite présentation, je l'ai intitulée « L'hôpital au chevet de notre humanité », parce que j'ai essayé de la mettre le plus possible en relation avec votre pratique, enfin j'espère. Il m'est apparu qu'il y avait une question qui pouvait fédérer les travaux qui étaient menés dans le séminaire du professeur François Marty, la question « Qu'est-ce qui fait notre humanité ?» Et cette question parcourt son œuvre, et c'est aussi celle qui va être transmise au lecteur dans l'un et l'autre tome, donc Devenir humain et la banalité du mal. Les mots MAUX, mal, maladie, malheur, sont en effet au cœur de l'humain. Et il y a des soins qui aliènent, mais il y a aussi des soignants qui aident l'enfant ou l'adolescent
à se constituer comme sujet malgré la maladie. Comment l'hôpital peut-il prendre soin de notre humanité? Donc cette question va être éclairée par la thématique adolescence et subjectivation dont vous allez traiter, Monsieur Marty. Alors à l'hôpital, il y a toujours un risque que le sujet soit transformé en patient réduit à son corps, voire même à une partie de son corps. La médecine tend à fragmenter l'humain en symptômes, ce qui est normal. Par ailleurs, le radical du mot douleur signifie faire éclater, diviser. C'est ça qu'il y a à l'intérieur du mot douleur, dans son origine extrêmement lointaine. Au chapitre 14 de l'ouvrage, donc dans le tome 2, vous avez co-signé avec Nathalie Dequernier donc un chapitre qui s'intitule « L'adolescente et la mort », dans lequel vous reprenez une thématique importante, le champ d'exercice du psychologue à l'hôpital général et la relation que le malade établit avec sa maladie et avec les soignants. Thématique importante qui était déjà développée dans un ouvrage antérieur qui était le psychologue à l'hôpital, voilà, que vous avez dirigé. En effet, le psychologue propose une écoute globale du sujet avec ses problématiques manifestes et latentes. Il est donc important de ne pas seulement traiter l'impact de la maladie somatique sur la qualité de vie, même si c'est normal qu'on puisse le faire, mais il faut aussi aller au-delà. Il faut prendre aussi en compte, pour nous qui sommes psychanalystes, les effets de l'inconscient, mais bon, on peut élargir aussi, ça n'est pas réservé aux psychanalystes. Et ce n'est pas non plus une réflexion qui est réservée aux psychologues. Finalement, tout soignant de sa place est appelé à considérer que le sujet souffrant importe plus que son symptôme, au-delà du discours médical qui est nécessairement objectivant. Si je prends quand même l'exemple de la pédopsychiatrie, les notions de comportement inadapté ou de handicap psychique risquent, si on ne les utilise que de manière unique, à faire disparaître le sujet humain. Il faut plutôt accueillir la singularité et ne pas vouloir adapter la personne aux normes dominantes par la modification comportementale du symptôme. Il s'agit donc de prendre en compte la dimension subjective du patient, c'est-à-dire prendre en compte le sens que le patient donne à son histoire de malade. Lui permettre ainsi de reprendre contact avec sa vie psychique, avec le besoin de se définir, particulièrement important à l'adolescence. Et ça, c'est l'affaire de tous, pas que des psychologues, mais de tous les intervenants. Il y a un thème dont vous avez traité, Monsieur Marty, et qui est fédérateur de l'ouvrage, qui nous concerne aujourd'hui. L'ordre de la parole constitue l'humain. Voilà. Donc pour cela, il faut s'intéresser aux interférences entre adolescence et maladies somatiques graves. On peut comparer l'adolescent à Icare. Icare, comme l'adolescent, ou l'adolescent comme Icare, éprouve un sentiment de liberté infinie, de toute puissance. Mais c'est au risque de la chute. Et justement, cette chute peut être provoquée par la maladie somatique grave. Comment devient-on adulte? Eh bien, François Marty nous propose de penser les transformations de l'adolescence avec des concepts qu'il va peut-être, même sûrement, sans doute, aborder. Le concept de travail du génital et le concept d'anamorphose. Ce que font les pulsions au sujet adolescent, et ce que l'adolescent perçoit de lui-même dans l'après-coup de la puberté. Je ne fais qu'introduire. Si je prends l'exemple des adolescents reclus, une thématique dont traite Emmanuel Boé au chapitre 8 du livre, eh bien, l'adolescence est la prise de conscience de l'irréversibilité du temps. C'est un thème important qui va peut-être permettre de proposer une explication, parmi bien d'autres, à la réclusion des adolescents, qui peut sembler correspondre à un refus de l'irréversibilité du temps. Un refus de sortir de la chambre qui est un petit peu comme le ventre maternel, un refus
de sortir de chez ses parents et d'entrer dans le monde en tant qu'adulte. L'adolescence est donc un moment du devenir adulte et un moment où le sujet, après avoir été contenu, va devenir contenant pour d'autres que lui, contenant de projets, contenant de création, contenant d'autres êtres. Et c'est le rôle essentiel de la transmission. On est bien sûr dans des choses importantes dans la pensée de François Marty. Or, il y a un risque d'achoppement dans ce devenir adulte, achoppement des processus s'il y a une maladie somatique grave. Et c'est étudié notamment par Nathalie Dequernier, que j'ai déjà citée. En effet, le rapport entre corps et psyché est important dans le devenir adulte. Et la maladie somatique grave entraîne une passivation, un rapport à la mort propre avec de l'angoisse, avec une perte narcissique. L'adolescence et la maladie somatique grave attaquent le narcissisme, qui est l'investissement originaire de soi. Le sujet est menacé d'empiètement par la maladie. En effet, il y a une impossibilité de dire non aux soins. Donc, il y a un lien aliénant aux soins, un lien aliénant à la médecine. Et c'est normal, vous avez besoin qu'ils acceptent les soins. Ça réactive le sentiment d'impuissance que le jeune sujet avait éprouvé dans la petite enfance. Ça réactive les phénomènes de dépendance à la mère. Il y a donc cette question de la difficulté de sortir de l'adolescence, parce qu'il y a une difficulté aussi à envisager le futur à cause de la menace liée à la maladie. Le futur est obéré par la maladie quand même. Donc tout ça, ça va amener une verbalisation réduite, une volonté de ne pas penser chez l'adolescent. Et c'est à ça que vous êtes confrontés. Dans ce même chapitre, Nathalie Dequernier va envisager le rôle des soignants et souligner l'importance de la contenance, la notion de contenance. Ça va consister par exemple à écouter les angoisses, ne pas vouloir rassurer à toute force. Écouter l'humain en devenir, c'est ne pas transformer le sujet en objet d'intervention. Il y a donc une importance de l'accordage affectif. Se mettre en résonance finalement avec les éprouvés du jeune sujet. Pour Albert Sicone, la contenance est la fonction par laquelle l'expérience douloureuse peut être accueillie et transformée. Et c'est parce qu'elle est contenue qu'elle se transforme. En fait, il n'y a pas à faire quelque chose pour transformer cette expérience douloureuse. Il faut la recevoir et l'entendre pleinement, l'accepter, accepter de l'entendre, et c'est ça qui va faire qu'elle va se transformer. On peut dire que le soignant, finalement, va se faire réceptacle à ce accueillant. Le soignant, tout soignant, ça n'est pas réservé aux psychologues. Réceptacle accueillant pour le discours du patient. Et l'institution elle-même devrait avoir cette fonction contenante d'être un réceptacle et aussi permettre aux soignants de s'appuyer sur la fonction de contenance de l'institution. Donc on peut dire que le soignant est appelé à soutenir la subjectivation. Il faut donner du sens au vécu, soutenir le travail de pensée, s'intéresser à la singularité de chaque jeune patient. Alors comment, de manière peut-être un peu plus concrète ou pratique plutôt, eh bien, dans cet ouvrage, certains auteurs vont montrer, par exemple, l'importance de prendre en compte les différences culturelles. C'est le cas de Sébastien Chapelon, au chapitre 9, où ils vont montrer aussi l'intérêt de la narrativité, comme le fait Mélanie Georgelin, au chapitre 7. Alors, la narrativité, la prendre en compte, ça va consister à écouter le récit que le patient fait de son histoire pour soutenir l'établissement de son identité narrative, pour qu'il produise un écart réflexif par rapport aux événements qu'il a subis. Pour Paul Ricoeur, l'identité narrative est la narration qui transforme l'expérience du temps en temps humain. Au niveau de l'interculturalité, il est important d'offrir un soutien narcissique aux jeunes
Parce que le narcissisme, qui est déjà attaqué par la maladie et par l'adolescence, va l'être aussi par le contexte de la migration, qu'il soit vécu personnellement ou dans un cadre transgénérationnel. Donc, d'une manière générale, les auteurs du livre insistent sur l'importance de l'objet comme support d'identification. L'objet, ce sont les soignants, c'est nous, c'est vous. Par exemple, le psychologue se garde de toute activité interprétative. On n'est pas là pour mettre les adolescents sur les divans. Il va avoir un rôle plutôt de miroir maternel. Et là, je fais référence à Winnicott, mais je pense que c'est un concept que pas seulement le psychologue peut s'approprier. Si on parle de miroir naturel, finalement, toute personne en fonction soignante peut avoir ce rôle de miroir constituant. Le psychologue permet aux jeunes patients de se reprendre comme sujet après s'être abandonnés comme objet de soin. Il faut essayer de proposer un travail de réappropriation subjective du corps objectif. Voilà. Donc l'appropriation du corps génital va être fonction des relations avec l'objet. On est... 1 ou 2 minutes 1 ou 2 minutes, d'accord, voilà. Donc il y a également le travail de latence, peut-être qui a été un objet de travail très important avec des apports très novateurs de la part de M. Marty et qui sont présentés par Michael Benjamin dans cet ouvrage. Je vais terminer donc avec une référence à Emmanuel Levinas qui nous propose, à mon sens, une philosophie pour préserver notre humanité. Pour lui, le sujet émerge à l'existence par le pouvoir de commencer. Il s'accomplit par la conscience de la rencontre avec l'altérité. Et cette rencontre se fait à l'adolescence sous la forme de la mort et de l'amour. C'est ce que dit Emmanuel Levinas. Donc, en effet, vous accueillez des jeunes patients qui sont confrontés à la mort par leurs problématiques et à l'amour à la mort par leurs problématiques somatiques et à l'amour par la problématique adolescente. Donc, cette capacité, vous pouvez aider les adolescents à se confronter à l'altérité, à s'ouvrir à l'altérité, et c'est le rôle d'objet de soin que vous pouvez avoir. Voilà. Il y a un chapitre, le chapitre 3, Anaïs Lotte va le consacrer à la notion de visage, qui fait référence justement à Lévinas, qui est un signifiant de l'altérité, le lieu de surgissement de l'éthique et une métonymie pour l'humanité. Voilà. Donc, c'est un très noble travail auquel vous êtes appelés. Et en conclusion, pourquoi peut-on dire que soigner et éduquer sont des métiers impossibles? Eh bien, dans les deux cas, l'objet de notre action doit devenir le sujet de cette même action. Le professeur apprend une leçon à l'élève, mais au final, c'est bien l'élève qui apprend. Le médecin veut guérir le malade, mais au final, c'est le malade qui peut ou qui ne peut pas guérir. Donc, à chaque fois, le professeur, le médecin sont mis face aux limites de leur pouvoir. À chaque fois, la vie leur rappelle qu'ils ne sont pas des magiciens. Mais c'est cela le principe de la transmission. Notre objet devient un sujet et c'est ainsi que se transmettent le savoir ou la santé. Vous regrettez sûrement parfois de ne pas être les magiciens qui pourraient détruire la maladie, et on peut le comprendre. Mais vous êtes bien mieux et bien plus, vous êtes des transmetteurs de vie. Voilà, merci de votre attention. Merci Elisabeth pour cette introduction très, très riche et complète, avec beaucoup d'ouverture pour un certain nombre de sujets qu'on ne peut pas tous aborder en si peu de temps. Merci aux organisateurs, merci à Clément, merci aux responsables de la médiathèque de nous accueillir. Donc un temps très court qui va m'obliger à aller très vite. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, pourquoi j'ai choisi adolescence et subjectivation comme thématique? D'abord parce que ce sont deux notions qui sont souvent mal comprises ou comprises d'une certaine façon, et je voudrais les défaire, je voudrais montrer
la complexité et en même temps l'intérêt de reprendre un peu ces deux notions. Et aussi parce que ces deux notions ont un lien ensemble qui est très fort, puisque pour moi, pour nous, qui travaillons sur l'adolescence depuis longtemps, la question du devenir sujet est une question qui est cruciale au moment de l'adolescence. Alors, adolescence, on pense que c'est un âge de la vie. Bon, c'est pas faux, c'est pas faux. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, c'est pas faux. Mais c'est bien autre chose que ça. Et en particulier, c'est un moment de la vie où les choses se reprennent d'une façon considérable, et même, non seulement elles se reprennent, mais elles s'inventent au moment de l'entrée en adolescence. Elles s'inventent sur souvent les ruines du passé. Il faut d'abord peut-être tuer l'enfant qui est en soi, même si on est amené à le laisser vivre aussi, parce que c'est important de garder l'enfant vivant en soi, mais on est obligé de tuer l'enfant en quelque sorte, comme on peut tuer aussi les parents, symboliquement, pour pouvoir advenir comme sujet. Donc l'adolescence, c'est un moment de transformation physique, physiologique, bien sûr, et ô combien. La puberté entraîne des modifications corporelles qui souvent amènent les adolescents eux-mêmes à des perplexités face au regard des adultes qui ne les reconnaissent plus. Et souvent, les parents qui nous amènent les adolescents en consultation nous disent on ne le reconnaît plus. On le reconnaît plus. Ben, vous qui êtes spécialiste de l'adolescence, vous allez nous aider à faire quelque chose avec ces enfants qui ne sont plus des enfants, justement. Ça, c'est un des grands mystères de l'adolescence, c'est que l'enfant n'est plus dans l'adolescent. Il est subverti par l'adolescence. Si on prend un exemple que vous avez introduit là tout à l'heure en évoquant toutes ces pistes de travail, il y a un tableau de peinture d'Holbein le Jeune qui se trouve à la National Gallery à Londres, qui s'appelle Les Ambassadeurs. Il représente deux personnages du XVIe siècle, richement vêtus, devant des objets de la science devant eux. Et quand on regarde ce tableau, on est impressionné, on se dit, oh là là, je ne suis pas grand-chose face à la prestance de ces deux ambassadeurs. Et donc on quitte le tableau en pensant un petit peu à tout ça, à notre condition. Bon. Et si on se retourne, un dernier regard quand même pour ces personnages, on s'aperçoit qu'il y a au milieu du tableau un objet qu'on n'avait pas vu, ou qu'on avait mal vu, mais la plupart du temps on ne l'a pas vu du tout. Et cet objet se déforme par la perspective. Et ce qu'on voit apparaître au milieu du tableau en se détournant, c'est une tête de mort. Une tête de mort. Alors le tableau prend un sens tout à fait différent. Ça veut dire, au fond, on a beau être grand, on a beau être puissant, on est mortel. Donc tout ça, c'est de la vanité. Et du coup, on peut continuer l'exposition plus tranquillement quand même. Je veux dire, au fond, on n'est pas rien. Bon, on est mortel, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Voilà, tout le monde est mortel. Alors, ce petit exemple peut nous aider à comprendre ce qui se passe pour l'adolescent. L'adolescent, c'est comme le spectateur confronté à ce tableau en face, il n'y voit que du feu. L'enfant, je veux dire, l'enfant n'y voit que du feu. Il ne voit que du feu dans ce qui se passe entre les parents. Il voit que du feu par rapport à tout ce qui constitue la sexualité de son âge. Il ne comprend pas. Il essaye de comprendre, il essaye de se forger des représentations, des images, des théories, mais au fond, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Et ça n'est que beaucoup plus tard, et quand il revient sur lui, en quelque sorte, quand il se retourne sur son passé, qu'il se met à comprendre, parce qu'il y a une transformation extrêmement importante qui s'est produite en lui, il est devenu un sujet génital. Alors génital, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il éprouve dans son corps ce qui s'est transformé. Et ce qui s'est transformé, c'est qu'il est devenu un être à la sexualité génitale qui est appelé à rencontrer un autre. Parce que la question centrale de l'adolescence,
c'est que l'adolescence, c'est une attaque narcissique. Ça attaque la confiance en soi, ça attaque sa propre image, ça attaque sa propre représentation de soi. Et dans cette attaque, il y a une vulnérabilité qui s'installe et qui l'oblige en quelque sorte, cet adolescent, à construire des défenses. Et l'une des défenses favorites de l'adolescent, c'est de projeter à l'extérieur ce qui est en lui qui n'arrive pas à métaboliser. Donc moi j'ai appelé ça la paranoïa ordinaire de l'adolescent. Bon, si vous en avez sous la main, à la maison ou dans les services, vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces adolescents nous font porter le poids de ce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes assumer. Et nous rendent responsables de ce qui leur arrive. Alors que non, ce qui leur arrive, c'est à eux. Mais il faut du temps pour qu'ils comprennent ça. Et donc ils projettent sur les objets externes, sur les parents, ce qu'ils ne peuvent pas métaboliser. Et donc, ces adolescents sont fragiles et ils cherchent à se défendre de leur fragilité en renforçant cet investissement narcissique. Et au fond, tout ce qui vient des objets externes et tout ce qui vient des parents, tu vas faire médecine, tu vois, nous dans la famille on fait médecine, donc tu vas faire médecine, il faut être sûr que l'ado il va dire bah non, moi je vais faire architecture. Encore ça serait pas mal si c'était ça. C'est un refus qui est pas mauvais. Mais bon, souvent c'est pire. Souvent on se sabote, pardon. Psychologue. Ou psychologue, oui, alors là, c'est la 14. Bon. Mais souvent ces ados se sabotent eux-mêmes en refusant ce qui est proposé de l'extérieur, parce qu'ils vivent ça comme une colonisation, ils vivent ça comme une aliénation, et donc ils refusent. Donc cette politique du refus les amène à refuser de s'alimenter. Tout à l'heure vous avez évoqué aussi cette question des conduites alimentaires, des troubles des conduites alimentaires, et au fond du repli narcissique qui va à l'extrême, jusqu'à en mourir si on n'intervient pas. Mais c'est préférable au fait de se sentir possédé par l'autre. Donc cette fragilité narcissique, elle va les conduire à développer des défenses qui vont les empêcher, dans un premier temps, de rencontrer l'autre. Or, c'est ça le paradoxe et la chose la plus incroyable qui soit, c'est qu'on devient soi-même en se quittant, en s'abandonnant, en rencontrant l'autre, en mettant tout dans l'autre. C'est pour ça aussi qu'il y a de si belles passions amoureuses au moment de l'adolescence. Et que c'est vraiment le foyer de l'amour, l'adolescence, en quelque sorte. Parce que là, on n'est plus seulement dans la dépendance à l'objet maternel comme dans l'enfance. On est là dans la rencontre avec un autre qui va vous faire devenir vous-même. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire devenir sujet, ça suppose de rencontrer l'autre. C'est bizarre comme affaire. Et pourtant, c'est ce qui se joue très souvent, et tout le temps, la plupart du temps en tout cas, dans l'adolescence. Et justement, les cas où ça ne se produit pas, c'est-à-dire les cas où on ne peut pas faire ce pas de se quitter soi-même parce que c'est trop fort, c'est trop fragile, et ben c'est des cas d'enfermement, c'est les cas de psychose en particulier, avec tout ce que nous avons appelé avec Philippe Buton les psychoses pubertaires, qui sont des moments de repli narcissique. On se replie sur soi, on refuse un peu le monde extérieur. C'est pour ça qu'il y a aussi des liens parfois avec des constructions autistiques au moment de la psychose, avec cette peur au fond de toucher même l'autre. Toucher l'autre, c'est comme une brûlure. C'est comme une brûlure parce que l'autre vient attaquer son moi, attaquer son intimité, et il vaut mieux se réfugier dans ce bastion, cette défense qu'est la psychose, plutôt que de risquer de brûler par l'autre, dans la rencontre avec l'autre. Alors ça, c'est les grands problèmes. L'anorexie aussi, c'est une façon de lutter contre la rencontre avec l'autre. Parce que l'autre détient un certain nombre de clés, pourtant, dans le développement de soi. Et si on arrive à rencontrer l'autre, si on arrive à se défaire et à penser qu'on peut s'altérer dans la rencontre avec l'autre, mais c'est cette altération qui, par l'altérité, va donner la rencontre avec soi-même. C'est-à-dire qu'on devient sujet dans la rencontre avec l'autre. Voilà. Ça, c'était un peu la grande leçon de ce lien entre adolescence et subjectivation. L'adolescence, au fond, défait le narcissisme de l'enfance, attaque le narcissisme de l'enfance,
mais permet aussi de traiter le traumatisme que constitue cette entrée en puberté. La puberté, c'est une effraction traumatique qui transforme le rapport au monde, le rapport au corps, le rapport à la réalité, le rapport à l'autre. Moi, je pense toujours à ma fille qui était une petite championne de tennis, et qui, quand elle est devenue adolescente, elle n'arrivait plus à servir avec la balle et la raquette, parce que le rapport à l'espace change complètement. On dit qu'ils sont maladroits, les adolescents. Ben oui, c'est vrai, parce que le rapport à l'espace change. Et il faut qu'ils réapprennent, qu'il faut qu'ils se réapproprient ce rapport à l'espace. Donc c'est une conquête après une destruction. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que l'adolescence est à la fois traumatique et à la fois la solution pour traiter ce traumatisme. Et donc c'est la magie, quoi. C'est la magie. Bon, dans la plupart des cas et dans le meilleur des cas. Bon, quelquefois ça échoue, comme je vous le disais avec ces exemples trop rapidement évoqués de la psychose ou de l'anorexie, mais beaucoup de troubles psychosomatiques de l'adolescence traduisent cette conflictualité interne et cette difficulté à trouver des solutions en soi pour dépasser justement ce traumatisme, cette effraction traumatique que constitue la puberté. Donc, comme l'évoquait Clément tout à l'heure aussi, peut-être accompagner l'adolescent qui est en proie à ces difficultés, c'est moins interpréter des choses. Vous voyez, on n'est pas là pour interpréter, on est là plutôt pour accompagner. On n'est pas dans le face-à-face, qui est trop duel, qui est trop frontal, on est dans le côte-à-côte. On est des compagnons. Vous voyez, nous sommes des compagnons des adolescents. Et on peut les aider par ce compagnonnage, parce qu'on leur donne l'exemple même de ce qu'on peut faire quand on regarde ensemble une chose et qu'on la commente. Et moi, je sais que beaucoup de thérapies avec les adolescents démarrent au bout d'un certain temps, ou des fois tout de suite, quand on peut se mettre justement dans cette position côte à côte, et que l'adolescent vous parle de sa copine ou de son copain, et qu'on leur dit, bah tiens, on dirait qu'ils sont jaloux. Alors ça suffit pour que, on a regardé ensemble une chose, ça suffit pour qu'ils se saisissent de ce regard pour pouvoir commencer à penser. Et la subjectivation, c'est comment penser sur soi. Quand on a été désubjectivé, quand on a été détruit dans sa subjectivité par ce traumatisme pubertaire, c'est comment reprendre pied, comment se réapproprier son corps et sa pensée pour penser par soi-même, sur soi. Et pour commencer, peut-être, dans la narrativité, dans la narration, à raconter une histoire. C'est pour ça qu'ils aiment tant écrire des histoires dans leurs journaux intimes, ou qu'ils aiment beaucoup les histoires qui se racontent entre eux. Bon, même si les écrans, quelquefois, empêchent ou contrarient, quelquefois ça facilite, mais quelquefois ça contrarie ce travail d'élaboration de la narrativité, parce qu'ils s'appuient trop sur les images des autres, ou ils sont trop collés à ces écrans, et ça les empêche de penser. Et donc le travail de l'adolescent, je terminerai là-dessus, c'est justement de pouvoir s'approprier subjectivement ce rapport à soi et à l'autre, pour pouvoir devenir l'auteur de sa propre vie. Et on retrouve là la notion d'auteur, qui est chère à Elisabeth, et qui a constitué l'introduction, en partie l'introduction de l'ouvrage qu'elle a dirigé sur l'humanité. Voilà, les choses ont été dites rapidement, je m'en excuse. Il faudrait pour chaque terme pratiquement 1 heure ou 2 ou 3 ou quelques jours. Mais bon, on a un petit aperçu, voilà, une mise en bouche. Merci beaucoup. Peut-être dans un premier temps, peut-être vous pouvez dialoguer ensemble peut-être sur cette question à l'hôpital pédiatrique. La difficulté souvent pour les équipes soignantes, c'est le passage justement adolescent, c'est-à-dire passer de l'enfance à l'adolescence, et comment, notamment dans les pathologies chroniques qui sont prises en charge ici, comment accompagner aussi les équipes soignantes, les équipes médicales dans
dans l'appréhension de ce passage adolescent. Souvent, on fait remarquer, là, on parle plus d'un enfant, on parle maintenant d'un adolescent. C'est pas si simple de faire entendre parfois ce passage dans les équipes. Voilà. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des pistes à nous donner sur ce plan-là? Moi, j'allais plutôt du côté des questions, donc oui, ça me paraît effectivement quelque chose de très difficile, parce que la maladie entraîne une forme de régression, la maladie somatique entraîne une forme de régression, un souhait de rester le petit enfant qui va être porté par la mère, et donc de se confier à l'équipe qui serait une sorte de mère, et donc c'est très de mère de substitution, donc ça paraît assez difficile. Effectivement, ce sont des mouvements qui sont contradictoires. Enfin, moi, je serais assez d'accord avec cette idée qu'au fond la maladie somatique entraîne une régression. L'hospitalisation entraîne une régression, parce qu'on est pris en charge dans une structure. Quelquefois, ces petits malades-là s'y sentent très bien. Ils s'y sentent très bien parce qu'ils sont protégés dans une structure qui les contient et qui leur évite d'avoir eux-mêmes à travailler pour pouvoir faire face à la maladie. Bon. Et donc cette régression, elle les met plutôt du côté de l'enfant, en effet, du côté de l'enfant dépendant des soins maternels. Et on peut dire globalement, même si c'est un peu un cliché qu'il faut un peu travailler, mais que c'est vrai que l'institution hospitalière est une mère qui soigne et qui, bon, c'est un peu un bateau, mais c'est un peu vrai quand même. Bon. Et alors, ça constitue aussi un paradoxe, parce que justement, l'adolescence, il y a quelque chose dont il a horreur, c'est bien qu'on me prenne pour un bébé. Et justement, il va bagarrer pour se faire reconnaître comme un grand, comme un adulte, qu'il n'est pas non plus. Et donc trouver la juste position pour reconnaître le besoin de maternage nécessaire dans le contexte hospitalier, dans le contexte de la maladie, de la souffrance, de la douleur, etc., doit aller de pair avec l'idée, mais attends, t'es un grand, toi. T'es pas un bébé. Et en même temps, il ne faut pas que t'es pas un bébé l'empêche de régresser, parce qu'il a besoin de cette régression aussi pour se sentir protégé, pour se sentir vivant. Enfin, en même temps qu'ils ont des pathologies graves, ils maturent aussi très très vite par rapport à... Enfin, quand on est dans les services, on voit quand même les enfants... quand on a des enfants du même âge, on voit bien que voilà, il y a une progression pour eux, alors qu'eux restent à leur âge normal, ceux qui ne sont pas malades. Mais les difficultés, ça fait grandir. Les fait grandir. Bah oui, parce qu'ils sont dans un monde adulte. Aussi. Oui. Et qu'on leur parle un peu, je trouve, des fois, les jeunes enfants, comme des adultes, où il faut qu'ils comprennent, il faut que... Enfin, ils ont tellement de choses à assumer aussi et à supporter. C'est vrai, vous avez raison. Ouais. Une question peut-être qu'on peut se poser par rapport à ça, mais j'apporte pas la réponse, c'est est-ce que c'est une vraie maturation ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel, d'un petit peu prématuré, d'un petit peu forcé et qui vient avant l'heure? Est-ce que c'est, si on fait référence à nouveau à Winnicott, est-ce que c'est une manière de s'adapter à un peu trop finalement à l'environnement au détriment de l'évolution interne? Voilà, on peut se poser beaucoup de questions. C'est ce que nous on appelle des faux selfs. C'est-à-dire qu'il y a le besoin de s'adapter pour survivre, mais qui ne traduit pas effectivement tout ce travail maturatif, le temps qu'il faut pour grandir, quoi. Ah oui, bon, ça fait partie des éléments de la vie, quoi. Il faut essayer de faire avec. Ouais. C'est bien intéressant ce que vous disiez. Je travaille en médecine de l'adolescent justement, et comment parfois un adolescent tout seul n'existe pas. Forcément, même s'il ne le veut pas, parfois il y a beaucoup d'autres, et que parfois le fait que les adultes, que ce soit parfois les parents ou les soignants, on veut tellement qu'ils guérissent, on veut tellement qu'ils fassent ce qu'il faut, qu'on ne laisse pas toujours la place pour qu'ils puissent un petit peu
grandir ou s'approprier un peu ses propres enjeux. En fait. Et c'est là la difficulté dans les dialogues, je pense. C'est intéressant qu'on puisse avoir un espace pour penser les choses, comment l'adulte, la manière dont il va accueillir la réaction d'un jeune, va l'aider à grandir ou pas. Parce que des fois, nous-mêmes, on l'empêche. En fait. On les materne tellement, ou on veut tellement qu'il aille bien, qu'il disparaît. Et parfois, ils réagissent à ça, les ados que je vois, en refusant de prendre les médicaments, en essayant de s'affirmer comme ils peuvent. Oui, tout à fait. En s'opposant. Mais là, vous me faites penser en disant ça que peut-être que vous avez la chance, dans votre équipe, d'avoir des temps institutionnels où vous pouvez parler ensemble de ce qui se passe. J'espère. Des analyses de pratique. Et au fond, moi je pense qu'avec les adolescents, c'est absolument indispensable de pouvoir penser ensemble dans une équipe sur tout ce qui se passe dans les interactions entre l'équipe soignante et les ados, et les équipes soignantes. Pas simplement en termes d'analyse de la pratique, même si c'est une analyse mutuelle en quelque sorte, mais aussi pour penser le travail qui s'y fait dans l'institution. Parce que les ados projettent sur les murs de l'institution, comme je disais tout à l'heure, ce qui est en eux qu'ils ne peuvent pas contenir. Et donc si on arrive à se décaler un peu, à se déplacer pour entendre ça, ben, ça transforme beaucoup le lien et ça permet à ces adolescents de continuer avec l'idée qu'ils ne vont pas tuer ou détruire ceux contre lesquels ils s'opposent. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Leur travail, c'est d'attaquer pour se défendre. Et le travail des adultes, c'est de dire, bah, c'est bien, tu m'attaques, t'es grand, t'es capable de ça, mais tu ne détruis pas. Mais pour faire ça, il faut pouvoir se parler, pour avoir qu'il y ait de la confiance entre les membres de l'équipe, et pour aider ces adolescents à grandir et continuer à grandir. Avez-vous d'autres? Moi, j'avais une remarque pour associer avec ce que disait aussi Elisabeth par rapport à l'étiquette de la symptomatologie auquel on peut être accroché, etc. etc. On avait échangé voilà, avec des personnels ici sur une situation et je trouve aussi intéressant parfois effectivement avec un enfant et le besoin de soins auprès de cet enfant, aussi comment l'enfant lui-même pouvait être accroché à cette maladie, entre guillemets, pour en avoir certains bénéfices secondaires, entre guillemets, et du coup, ou ce qu'on pourrait parfois dire d'un enfant non à l'hôpital, non malade, on dirait bah, c'est un enfant tyran, ou c'est un enfant qui malmène ses parents, ou c'est un enfant qui dans ce développement en est là, etc. Du coup, dans le cadre de l'hôpital, cet aspect-là était complètement masqué ou mis de côté, parce que ça devenait un enfant... en gros, bah, c'était permis parce qu'il était malade, donc il pouvait être tyran. Enfin, il y avait aussi, et là, comment aussi cette position, bah, elle rentre ensuite dans un fonctionnement parental, parent-enfant, qui peut se cristalliser et avoir des effets notables à l'adolescence, voire plus. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas toujours que les soignants qui mettent cette étiquette, c'est aussi comment l'enfant il peut y être attaché lui aussi. Oui, il y a une forme de définition qui serait de définition du sujet qui serait proposée à l'enfant devenant adolescent, à l'adolescent devenant adulte, un petit peu comme si finalement la maladie, mais aussi le contexte soignant pouvait lui proposer une définition de celui qu'il devait être, de celui qu'il est et de celui qu'il doit être, et donc un danger finalement de s'identifier à un sujet malade et non pas bon,
ce qu'il est aussi, mais ça ne peut pas le définir intégralement. Qu'est-ce qu'il est au-delà de ce sujet malade? Et alors c'est déjà difficile pour un adolescent de se définir, de se percevoir progressivement, de discerner progressivement qui il peut être, mais quand en plus de ça il y a cette identité de malade qui lui est attachée à lui et dont vous avez certainement besoin pour pouvoir aussi le soigner. Il faut aussi qu'il accepte d'être malade pour pouvoir être soigné. Mais comment aller au-delà et comment se trouver au milieu de tout ça, ça paraît très compliqué. Moi, ça me fait penser, là, l'échange, là, au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents qui sont pris dans des enjeux identitaires et qui se saisissent d'un symptôme, d'une maladie, d'une orientation sexuelle pour se définir dans leur identité. Et ils disent « je suis homo, je suis trans ». J'avais une petite ado qui est en thérapie, qui un jour comme ça arrive et me dit « je suis trans ». Bon. Puis 15 jours après, elle n'était plus trans, elle était autre chose. Hein. Enfin, bon, peu importe d'ailleurs. Mais comme si l'identité se rétrécissait à cette chose-là. Comme si je suis diabétique. Bah non, tu n'es pas diabétique. Tu as peut-être un diabète, oui, c'est vrai. Et il faut s'en occuper. Mais tu n'es pas diabétique, c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. C'est pas ça, tu n'es pas ça. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es beaucoup plus vaste que ton diabète. Et justement, il faut que ta personnalité, ta subjectivité se saisisse de ce diabète pour essayer de traiter et faire avec, pour devenir qui tu es. Et donc ces enjeux identitaires, je trouve qu'ils sont très forts aujourd'hui. Et la revendication de ce qu'on est passe par ces choses-là qui sont des parties de soi, mais qui ne sont pas soi. Et peut-être qu'à l'hôpital, c'est d'autant plus fort, quoi, parce qu'on vient pour ça. Et donc là, comment faire pour à la fois, évidemment, traiter ça, parce que c'est pour ça qu'ils viennent, et en même temps, leur montrer que eux aussi, ils peuvent traiter ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement victimes de ça, mais qu'ils sont aussi des auteurs de leur propre vie. Et peut-être aussi parce qu'en fait, à l'hôpital, c'est peut-être un lieu, justement, parce que c'est vrai qu'il y a comme ça une sorte d'identité, enfin, on va se fixer sur une pathologie, sur quelque chose comme ça, on va permettre peut-être de vivre, j'en sais rien, enfin bon. Mais l'hôpital, en fait, c'est aussi un lieu, parce qu'en fait, il y avait deux notions que vous donniez, là, c'était objet, réceptacle, un peu, comme sur le soignant, et puis aussi médiateur et compagnon, quoi, en fait. Quoi, voilà, quoi. Et moi, je pense que, alors ça dépend des pathologies, je pense, mais peut-être des pathologies, enfin moi, celle auxquelles je suis confronté, c'est souvent des pathologies de naissance, donc voilà, donc c'est une pathologie, enfin voilà, peut-être qui est mieux acceptée, je sais pas très bien. Mais toujours est-il que quand même l'hôpital, moi j'ai l'impression, enfin en tout cas dans ces pathologies, c'est quand même un lieu qui permet justement de remédier. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent ici avec une pathologie, bon, voilà, ils s'identifient, tout le monde les identifie à l'extérieur sur cette pathologie. Et en fait, ici, elles arrivent face à des soignants qui, eux, connaissent cette pathologie, connaissent tous les symptômes, connaissent tout ça, si bien qu'en fait, le patient, il réapparaît en fait à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, bon, tous ces symptômes qui sont absolument gênants, qui sont envahissants, mais en fait, face aux soignants, enfin en tout cas, moi je pense, nous, on passe au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on voit l'enfant qui va parler de je ne sais pas, ou l'adolescent qui va nous parler de ses histoires, etc. En fait. Et c'est vrai que moi je trouve que quand même l'hôpital est souvent... j'ai l'impression que c'est une sorte de remédiation vers le monde ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop. Tant mieux. Hein, si non, mais c'est vrai, je vois. Mais je pense que ça dépend des pathologies, parce qu'en fait, par exemple, moi je pense à d'autres services où en fait, voilà, où la pathologie tombe sur le coin de la figure, je sais pas, courant de l'enfance, courant de l'adolescence, type cancer, un truc comme ça, où là c'est extrêmement violent et ils vont se construire contre en fait, voilà quoi. Et peut-être que dans les pathologies, une pathologie de naissance, diagnostiquée à la naissance, la pathologie se développe, etc. Enfin, tout se construit autour. Peut-être que là, l'hôpital est peut-être plus accepté, enfin, je sais pas, peut-être les soignants aussi.
Je ne sais pas. Bon. C'est un lieu aussi plein d'ambiguïté, l'hôpital. Quel, c'est sûr, c'est un lieu plein d'ambiguïté. C'est aussi nous d'être vigilants à pas trop. C'est Jean Laplanche qui disait on parle beaucoup de s'identifier à, mais on est aussi identifié par. Et ce que les adolescents redoutent, c'est les assignations, justement. Alors, ils vont souvent à l'opposé de ce qu'ils pensent être une assignation pour eux. Ils vont à l'opposé. Mais ça peut changer très vite. Voilà. Et il y a quand même dans le symptôme somatique une espèce de risque de capture de la subjectivité. C'est ce que dit, je ne sais pas comment De Jour le disait, il dit ça autrement, mais le symptôme capture l'intentionnalité. Voilà, voilà. Et ce risque, c'est parfois le nôtre aussi, c'est-à-dire dans la manière de se dire, on ne va pas tout à fait, par exemple dans les équipes mobiles, on ne va pas tout à fait de la même manière en hémato qu'on va en pédiatrie générale. Et déjà, on est dans le piège aussi de l'assignation. Déjà. Et ça c'est un truc... on peut toujours se rabattre sur la question de... on n'est pas là vraiment pour répondre à une demande, mais plutôt pour offrir une écoute, enfin en tout cas pour le psychologue clinicien, mais c'est pas forcément si simple. Je pense qu'on doit le travailler en permanence, cette question. Peut-être on ne travaille pas assez ensemble entre médecins, psychologues, personnel soignant, sans doute. Il y a des espaces là qu'on doit ouvrir, comme vous le disiez, François, sur... c'est pas seulement de l'analyse des pratiques, c'est plus que ça. Effectivement, peut-être qu'on ne conflictualise pas suffisamment les choses entre nous aussi. Parfois, on n'ose pas être un peu en conflit pour penser, quoi. Et parce qu'en fait, bon, voilà, c'est un peu un truc, mais c'est-à-dire qu'en fait, le soignant, moi je le considère, enfin en tout cas moi, le soignant, enfin je suis kiné, et en fait comme comédien. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on rentre dans une chambre de bébé, ou quand on rentre dans une chambre de petit gamin qui a 10 ans, etc., ou d'un adolescent, eh ben, on n'est pas le même personnage. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque chambre, il faut se créer un personnage. Il faut, enfin moi en tout cas, moi je me crée en tout cas. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut un personnage qui permet, de soigner, qui permet aussi de rencontrer, qui permet de discuter, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a aussi cette notion un peu peut-être, parce que quand on est une équipe mobile, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un service à un autre. Et puis en fait, effectivement, on n'est pas le même personnage quand on va dans tel service PG, un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire comme une sorte de jeu en fait aussi du soignant qui en fait, ouais, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. S'il a suffisamment de plasticité interne, ça c'est bien. Il faut oui. pouvoir jouer. Voilà. Ouais, je pense. On jouer avec soi-même, avec sa fonction. On pense à nouveau à Winnicott, pouvoir jouer, mais avoir un espace de jeu, hein, parce qu'effectivement, moi je sais pas, mais j'admire énormément les soignants qui peuvent comme ça, de jour en jour, au fil des jours, hein, se trouver auprès d'enfants, d'adolescents qui sont atteints de pathologies extrêmement graves, qui meurent. Pas que, bien entendu, hein, vous n'êtes pas là pour ça, mais ça fait aussi partie de votre quotidien, et peut-être que c'est quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir avoir cette espèce de rôle, hein, qui est que vous ne soyez pas uniquement la personne que vous êtes, parce que vous seriez peut-être brûlé, hein, au quotidien si c'était vraiment vous, hein, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de jouer ce rôle en quelque sorte. Peut-être à condition que les deux personnages dialoguent honnêtement l'un avec l'autre, parce que sinon, si on est juste un faux self en soignant, ça devient problématique quand même. Il faut être au moins 2 pour jouer. Oui, il faut être au moins 2. 3. Oui, voilà. 3, c'est encore mieux. Oui, mais si on reste dans la référence winnicottienne, le jeu n'est pas le faux self, hein. C'est un comme si, mais ça n'est pas le faux self. Et donc effectivement, peut-être que vous introduisez du jeu, parce que si c'était la réalité directe, hein, ce serait insupportable.
Écoutez, moi j'ai été vraiment très agréablement surprise de cette invitation de Clément et de Liazid, voilà, hein, et de sa collègue, parce que c'est assez rare qu'on on invite des psychologues qui sont... Enfin, c'est quand même un ouvrage, effectivement, où il est un petit peu question de maladies somatiques, mais finalement assez peu, où il en est question tout le temps, parce qu'il est tout le temps question du sujet. Hein, mais si on prenait uniquement l'angle de la maladie somatique, il en reste... c'est juste un chapitre, hein, c'est pas beaucoup. Et donc, j'ai été très agréablement surprise par cette invitation, par l'intérêt que vous pouvez porter à la réflexion qu'on essaie de vous proposer, et je pense qu'effectivement il y a un dialogue qui est extrêmement intéressant, parce que comment on devient humain, hein, qu'est-ce qui fait notre humanité, je crois que c'est la question avec laquelle vous travaillez un petit peu tous les jours, et qu'on a abordé, qu'on a aussi essayé d'aborder dans cet ouvrage à partir d'un point de vue ou d'une clinique un petit peu différente, mais on voit bien que cette clinique se rencontre. Donc moi je vous remercie beaucoup, puis je trouve que vous êtes nombreux intéressés par ce sujet, donc moi j'étais contente de vous rencontrer. Voilà. Moi je dirais à mon tour que l'hôpital nous oblige à penser le lien qu'il y a entre le corps et la psyché. C'est-à-dire que l'hôpital focalise sur le réel du corps. C'est sa fonction, au fond, de s'intéresser à la réalité, au réel du corps. Mais il n'y a pas de corps tout seul, de même qu'il n'y a pas de psyché toute seule. On est des êtres qui sont profondément psychosomatiques, profondément. C'est-à-dire que la maladie touche des fonctions psychiques. Elle ne touche pas que des fonctions corporelles. Et la psyché, quand on est trop dégagé du corps, ça plane. Hein. Ça plane, ça part. On devient fou. Dans la psychose, par exemple, la question de l'origine, elle ne se pose pas comme nous la posons nous, c'est-à-dire d'où vient-on? On sait qu'on vient de l'union d'un homme et d'une femme. Alors vous me direz aujourd'hui c'est moins vrai. Enfin si, ça reste toujours vrai. Pour l'instant, il faut toujours un peu des deux pour faire un humain. Mais nous on le pense comme ça. Dans la psychose, l'origine elle est cosmique. C'est-à-dire qu'elle est coupée du corps. Elle est plus pensable par rapport au corps. Donc le corps, c'est pas un poids, c'est un ancrage. Mais c'est un ancrage qui est constitué aussi de représentations symboliques, psychiques, qui nous affectent. Et quand on est malade, ces représentations symboliques sont activées aussi, ou désactivées. Donc, parler à un malade, c'est parler aussi bien à sa tête qu'à son corps. Enfin, si on peut séparer la tête du corps, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est si compliqué aussi. Enfin, bon, là, on peut polémiquer un petit peu, hein, mais c'est pour ça que c'est si compliqué les neurosciences. Parce que les neurosciences font l'impasse sur l'histoire, par exemple, sur l'histoire du sujet. Comment est-ce qu'on peut penser un fonctionnement, y compris corporel, indépendamment de l'histoire de celui qui en est l'hôte? C'est pas possible. Il y a une arnaque là. Là, il y a un problème. Il va falloir s'en occuper rapidement, parce qu'on va découvrir que ça fonctionne pas, ça marche pas. Voilà, l'histoire, c'est la trace que laisse le sujet dans l'espace et le temps. Et ça, on ne peut pas faire sans. Et la narrativité, c'est comment essayer de se ressaisir de cette trace pour raconter une histoire. Chacun de nous a des tas d'histoires à raconter, et son histoire en particulier. Mais le jour de sa mort, c'est un peu tard. Donc il faut penser à transmettre cette histoire
à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est-à-dire que la vie, elle se transmet, mais y compris dans la parole qu'on y associe. Qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants de ce que j'ai fait dans ma vie? Comment j'ai réagi face à Gaza, face à l'Ukraine, face aux horreurs du monde? Où j'étais là? Est-ce que j'étais devant Netflix? Ou est-ce que j'avais mauvaise conscience? Bon, déjà pas mal. Qu'est-ce que je raconte? Comment ma vie, elle se raconte? Et comment je la transmets? La transmission, ça fait partie de la vie. La vie se transmet, y compris dans la parole que l'on donne aux autres. Voilà. Merci. Merci.